aujourd'hui, je vais plutôt parler de cinéma, donc je vais aller vers les lieux où son écriture voyage du côté de la cinéphilie, donc de l'amour du cinéma, plus particulièrement donc dans l'essai rassembleur qu'est Voyage au pays du cinéma, publié en 99 aux Arbres Rouges. André Roy, comme on le disait, est un poète, un écrivain, un critique littéraire, mais également quelqu'un qui a réussi à transformer son amour et sa compréhension du cinéma en une arme à penser, autant à un niveau personnel, théorique, pratique qu'analytique. Par sa manière d'aller creuser au plus près de sa propre fascination, de lire ce que recèlent les images filmées, d'interroger, comme il la nomme, cette machine de terreur et de séduction qu'est le cinéma, Roy se révèle dans ses critiques à la fois curieux et assuré, érudit et désarmant. J'ai eu envie de revenir un peu dans cette communication, pas cette com, pardon, sur ce qui anime et enflamme cette écriture cinéphilique, sur ses exigences, ses filiations intellectuelles, sur ce qui lui permet à cette écriture de se ressaisir, de tourner sur elle-même et d'évoluer au fil du temps. Car c'est peut-être l'une des choses les plus impressionnantes de la cinéphilie de Roy, cette manière dont l'écriture s'étend, se développe consciencieusement au fil des années et fait du temps qui passe un matériau avec lequel travailler pour mieux réfléchir le cinéma. Le temps est une composante essentielle de toute cinéphilie et du geste critique qui le sous-tend, mais il y a également dans l'acte d'observer, s'ouvrir la filmographie d'un cinéaste sur plusieurs années, voire même sur plusieurs décennies, quelque chose d'une dévotion, quelque chose d'une croyance fervente, d'un pacte d'accompagnement invisible. André Roy a suivi de critique en critique les films de plus d'une centaine de cinéastes, c'est vraiment pas rien, et non les moindres en plus. Donc on peut nommer parmi ceux-ci Fellini, Kubrick, Eastwood, Clint Eastwood, donc Kaurismäki, Godard, Truffaut, Bergman, Bertolucci, Marguerite Duras, Oliver Stone, Claire Denis et aussi plus près de nous, André Forcier, Paul Baillargeon, Jean-Claude Lauzon, Micheline Langto et il y en aurait bien d'autres à nommer. Comme il l'écrivait dans sa critique de Love Streams de John Cassavetes, il faut revoir son premier film, Shadows, produit en 1959, pour remarquer que 25 ans plus tard, John Cassavetes est resté fidèle à ses obsessions, à ses amours, à ses folies, à sa manière anti-hollywoodienne de mettre en scène et de raconter une histoire. Entre le cinéaste et le cinéphile, il y a ainsi cette image, ou plutôt cette promesse de fidélité qui se tient droite. Qu'est-ce que le temps fait de nous, artistes comme spectateurs, et quelle ligne de continuité intellectuelle cherche-t-on à tracer lorsqu'on accompagne les œuvres des cinéastes? Le cinéma, et là j'arrive vers moi, ce qui m'anime toujours un peu, c'est le cinéma est un lieu investi et habité par les fantômes. Qu'on pense aux salles elles-mêmes qui conservent une mémoire de ceux et celles qui y sont passés, aux personnages qui continuent d'exister dans les films et dans lesquels on peut éventuellement les retrouver, ou même à nos propres souvenirs de scènes, de plans, de rêves cinématographiques que nous charrions à même nos corps de spectateurs qui changent et qui vieillissent avec les films. La critique, lorsqu'elle devient acte d'accompagnement, comme c'est le cas ici, lorsqu'elle agit à rebours et retourne vers les premiers films pour éclairer les plus récents, agit à mon sens également comme une puissance qui participe à ce grand cycle fantomal du cinéma et qui entremêle les temporalités pour lui donner au final toute sa cohérence. Dans son essai « Pensée du cinéma, les films qu'on accompagne, le cinéma qu'on cherche à ressaisir », le théoricien et philosophe Raymond Bellour résume justement très bien ce que ce geste d'accompagnement critique représente. La citation est un petit peu longue, mais je voulais vous la lire quand même, quand il écrit dans ce livre-là que accompagner un film, c'est se tenir dans sa compagnie. C'est-à-dire, sinon toujours, le suivre pas à pas, ce qui s'avère de toute façon trompeur, mais en suggérer au moins une sorte d'illusion grâce à la proximité marquée envers tel ou tel de ces instants, de ses traits les plus saillants, quels qu'ils soient, pourvu que se révèle ainsi la prégnance du détail, attestant la réalité de la capture dont le spectateur a été la proie, et qu'il essaie de reprendre au fil de l'argumentation-évocation qui lui paraît propre à servir le caractère unique, la valeur, la force, le génie du film auquel il a choisi de s'attacher. Bon, c'est quasiment Proust, là, sa phrase de Raymond Bellour, il n'y a pas de point jamais. Mais voilà, il met ici l'accent sur la manière dont le critique suit finement le film, mais aussi sur comment ce geste est en lui-même une illusion, dont il faut demeurer conscient, puisque le film s'échappe toujours, ne peut être attrapé dans son entièreté et ne subsiste que par fragments, bribes, instants cinéphiliques. Le critique devient la proie du film, mais c'est par la précision des mots, la justesse avec laquelle la définition du détail capturé se fait sentir, qu'il est possible de retourner la situation et d'en voir l'envers. C'est dans cette action du retour que le critique se commet à travers la fantomalité inhérente de l'expérience cinématographique, car en revenant justement vers Derrida et son fameux essai Spectre de Marx, texte fondateur des théories sur la fantomalité et la spectralité depuis les années 90, on peut lire que lui-même, il écrit « Le fantôme hante, puis est lui-même suivi dans sa demeure ». Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose là de ce mouvement
qui suit le critique, qui est poursuivi par des images et qui tente de les rattraper et de transmettre cette hantise dans l'écriture, de donner une seconde vie. Le fait de mettre le temps à l'épreuve, d'assurer une constance de vision critique comme l'a fait André Roy, ne fait que rehausser à mon sens cette impression que le critique agit lui-même comme une brèche intempestive dans la continuité du monde du cinéma et que l'activité critique permet ce regard de biais, ce regard oblique, bref, un temps d'arrêt qui tente d'atténuer l'échappée de la matière mouvante du film, ce flot d'images qui ne cesse de continuer de défiler, mais qu'on souhaite garder en toute proximité, comme le disait Bellour, pour tenter d'éveiller à nouveau cette onde de choc, comme cette fois la nommait André Bazin, onde de choc qui survient souvent en salle de cinéma. Je cite donc André Bazin, qui est important au sein de l'œuvre, au sein des écrits d'André Roy. Et plusieurs des critiques de Roy réexplorent très volontairement la pensée de théoriciens et de philosophes du cinéma, français plus particulièrement, tels que Bazin, Jean-Louis Scheffer et son très très beau livre L'homme ordinaire du cinéma, Hervé Joubert-Laurencin, qui a beaucoup édité d'ouvrages sur Pasolini, Deleuze, mais surtout Serge Danet. Et c'est fait avec une fluidité toute naturelle, la théorie permettant de propulser la critique comme l'inverse est aussi possible. Les affinités intellectuelles avec Danet sont les plus évidentes, Robert Daudelin parlant même dans sa postface du livre d'une parenté évidente, l'un et l'autre ayant choisi le cinéma produit entre 1960 et 1980 pour connaître le monde. Pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins Serge Danet, je veux juste rappeler que donc c'est l'un des, sinon pour certains, le plus grand critique de cinéma français. Il est entré au cahier du cinéma sous l'invitation de Jean Douchet. Il a été rédacteur de la revue de 74 à 81 aux côtés de Serge Toubiana. Puis après, il a quitté pour Libération, où il a pu développer sa pensée sur l'image, sur le visuel, comme il l'appelait, et sur la télévision. Et vers la fin de sa vie, il a fondé la revue de trafic chez POL, qui est encore publiée, si je ne m'abuse, et avant de décéder un an plus tard des suites du sida. Danet, donc Serge Danet, n'a jamais cessé d'essayer de saisir le monde à travers le cinéma et l'expérience pure de la cinéphilie, de ses rites, de ses affects, de ses moments de crise aussi. Danet, c'était la quête d'un regard tout entier qui se frayait là par fragments au fil d'articles et le pouvoir de son écriture de cinéphiste, comme il s'appelait, est selon moi de créer du désir. Désir pour le cinéma, désir d'héritage, désir de retrouver une enfance perdue qui naît par le cinéma, d'où sa très belle formule lorsqu'il parle de ses années de lycée où il disait « Nous étions une poignée au lycée Voltaire à être entrés en cinéphilie », comme on pourrait parler d'entrer dans un voyage, d'entrer dans une transe, dans une histoire, un récit, un mouvement nécessairement plus grand que soi. André Roy se situe très près de Danet, déjà par sa manière d'investiguer ce que les images de cinéma disent du monde, de la modernité, de la morale. Mais on sent, en tout cas moi je l'ai senti à lire ça, qu'il y a aussi tout ce côté insaisissable, éparpillé, joyeusement radical de la pensée de Danet qui le travaille et le passionne. Roy écrira par exemple dans son texte sur La Rampe, un recueil d'articles de Serge Danet, que, je le cite, « Nous suivons le trajet d'une pensée, mais aucun moyen ne nous est donné pour accompagner Serge Danet dans son voyage au pays du cinéma. » Et plus tard, à propos de l'apparition de L'exercice a été profitable, Monsieur, en 93, que le livre est une publication imparfaite et ingrate et que le lecteur risque de se perdre, d'abandonner la lecture, ce qui est regrettable, puisque comme Roy le soutient, Danet avait à cœur la fraternité, la passion partagée et voulait constamment nouer vie et cinéma, la vie au regard de la vie du cinéma, une cinévie. Donc, quelque chose du cinéma, comme de la conscience de Danet, est ainsi fugitive malgré elle, demande à être rattrapée par l'écriture de Roy avant qu'il ne soit trop tard, celui-ci approuvant et rappelant même le feu et la mémoire des colères du critique qui, comme je disais, portait sur la prolifération d'images liées à l'audiovisuel, ce qui était de plus en plus présent dans les années 80, où les images dérivaient vers la publicité, le clip, la fabrication d'images standardisées pour la télévision, et ce qui est encore le cas aujourd'hui pour la plupart. André Roy, en prolongeant la réflexion de Danet, l'a fait apparaître avec clarté et beauté, parce que c'est pas toujours facile de lire Serge Danet nécessairement, et il écrit, et là encore, c'est une longue citation, mais je voulais la lire, « Le cinéma a été, disons entre 1960 et 1980, une des voies modernes pour connaître le monde, une invitation à vivre avec lui et à partager la vie des autres. C'était une expérience supposant une violence, un déchirement, une fulgurance, par lesquels on passait du particulier au général, pour revenir ensuite au particulier, après avoir fréquenté des gens et avoir fait corps avec d'autres corps qui ont existé pendant 24 images à la seconde. Lieu d'ouverture du monde, le cinéma permettait de vivre ce qui était différent de soi, alors que la vidéosphère de la communication actuelle, que ce soit par la télé ou la pub, homogénise le monde, scotomise les différences, remplace le documentaire par le document et n'a plus de fonction de connaissance tant le monde des médias s'abîme dans la reconnaissance, dans la représentation du même et du semblant.
Alors, cette filiation entre Danet et Roy est de l'ordre du plus profond respect, dans la mesure où Danet voyait dans le critique, un passeur. Et c'est ce rôle que Roy me semble prendre face à sa pensée critique, tout en la propulsant différemment, la rendant peut-être même un petit peu plus accessible, comme je disais, à des lecteurs moins férus de cinéma. Et en faisant de cet accompagnement un accompagnement qui assure lui-même une transmission de l'urgence des questionnements perpétués face à ce que nous présente le monde. La curiosité intellectuelle de Danet est affranchie, porteuse de cette violence que nomme Roy, et qui survient comme une pulsion de vie inévitable. Et l'écriture d'André Roy tend, quant à elle, vers ce vœu de partage, ce ravivement, si on pourrait dire, et elle multiplie les portes d'entrée pour que la curiosité devienne elle-même une sorte de contamination cinéphilique. Cette curiosité-là n'est toutefois pas vagabonde. Elle cherche inlassablement de nouvelles pistes de réponse, des voies de lecture, tout en ne perdant jamais son orientation critique pour lire les représentations du réel, les effets spectacles, les mises en scène de la jouissance, de la perte ou du deuil, les temporalités qui s'enchevêtrent, les spécificités ontologiques du cinéma. Dans le très beau texte « Quelqu'un pour me regarder », paru initialement en 1994 dans le numéro 71 de 24 images, André Roy questionne avec beaucoup de vigueur son appartenance au cinéma, plus particulièrement celui de Fellini. Et de la même manière que Danet pouvait parler des films comme des êtres avec lesquels on peut avoir des rapports de filiation, des êtres qui ont le pouvoir de nous adopter même, Roy trace dans la même lignée une nuance importante entre l'impression d'appartenir au film regardé et l'impression que le film regardé m'appartient. Cette manière de s'approprier le cinéma devient dans ces mots une affaire de morale, dans la mesure où elle est problème de société plus globale. Penser que le cinéma nous appartient témoigne, comme il le dit, d'une idéologie molle et de la bêtise consensuelle petite bourgeoise, d'une manifestation d'égocentrisme qui ressemble à celle des chroniqueurs de télé, de radio, qui font de la culture un monde qui doit devenir consensuel, qu'il faut tordre, dont il faut nécessairement polir les contours et faire conformer à une réalité faite de désirs préfabriqués et d'artifices bien pensants. Ce point de vue, qui s'inscrit dans la réalité des années 90 au Québec, m'a vraiment frappé par son caractère d'actualité. Elle pourrait servir à décrire le monde d'aujourd'hui où le cinéma est encore trop souvent perçu ou traité comme une commodité, une chose malléable, un produit consommable de l'industrie du divertissement, un vulgaire outil de communication pour des discours marketing figés et mortifères. Face à ces dangers, et afin d'y répondre, Roy ne perd jamais de vue que le cinéma est une affaire d'esthétisme et d'éthique et qu'il faut pour cela aller au-delà des apparences et regarder les films au plus creux des images. Car c'est véritablement saisissant quand on lit les critiques de Roy et qu'on en voit une très grande partie vraiment rassemblée dans Voyage au pays du cinéma. Chaque critique explore un nouveau film, non pas avec des œillères, en visant à se concentrer sur sa petite histoire, les petites thématiques du film, le synopsis, les scènes marquantes, ça n'a rien à voir avec ça. Chaque fois, chaque critique replace le film au cœur du langage du 7e art lui-même. À travers chaque critique, André Roy agrandit l'espace du champ de réflexion autour du film. Il creuve, excave, en se demandant toujours de manière exigeante et persévérante ce que ce plus récent film de Duras, Wenders, Scorsese, Ackerman ou autres révèle du cinéma lui-même et comment il participe, ou non, à construire son récit, à diversifier et enrichir ses possibilités, à faire apparaître quelque chose qui était jusque-là invisible, mais qui devient soudainement impossible à négliger. Les phrases d'accroche, d'ailleurs, des critiques de Roy sont souvent affirmatives, empreintes d'une assurance qui pousse à la prise de position, aux réflexions fécondes. Ces ouvertures de texte qu'on pourrait dire punchées sont autant de manières de nous faire entrer dans le monde d'un désir de cinéma qui pulse et qui n'est jamais en arrêt. La réflexion de Roy, pour moi, me fait l'effet d'être toujours attrapée en cours de route lorsqu'on lit ses textes, comme si elle débutait bien avant la critique et qu'elle se poursuivait aussi bien au-delà du point final. Le texte écrit scellant quelque chose en lui-même, à l'image d'un photogramme capté en une fraction de seconde, d'un battement, quelque chose d'une pensée qui ne peut se délier que sur le long, sur la durée. Je vais en nommer quelques-unes juste pour le fun, comme certains textes commencent comme suit. François Truffaut est l'un des plus sûrs héritiers des grands cinéastes du passé. Ou alors, il y a deux types de cinéastes, ceux pour qui la vie est le cinéma, le plus représentatif d'entre eux serait Jean-Luc Godard, et ceux pour qui le cinéma est la vie, disons un Maurice Pialat. Ou une dernière, jamais un pays comme les États-Unis ne s'est autant identifié à son cinéma, son histoire, se confondant pour ainsi dire avec celle de son cinéma. Alors ces phrases, c'est comme des exemples ici, il y en a tellement d'autres, font entrer dans le vif du sujet, elles vont droit au but, toujours vers l'essence de la question, comme une plongée immédiate vers le cœur, le noyau. Et plusieurs d'entre elles m'ont rappelé même les incipits de la critique Pauline Kael, qui avait elle aussi une espèce de don pour la formule choc, l'entrée en matière foudroyante et intrigante. Mais là où les critiques de Pauline Kael ont pu se faire parfois cruelles, impliquant davantage d'opinions, réglant même parfois certains comptes avec des cinéastes, celles d'André Roy m'apparaissent cultiver une certaine distance pour se maintenir du côté de la quête du savoir.
La cinéphilie n'est pas une simple porte vers l'adulation ou le dédain revendiqué du type « je défends certains cinéastes et j'en aborde d'autres », mais une responsabilité face aux images qui implique de demeurer attentif, résolu et jamais enivré par un état de fascination initiale. L'une des fascinations, s'il fallait garder ce terme du critique, se trace toutefois du côté du cinéma américain, qu'il décrit comme étant lui-même haï et adulé, véritable vaisseau de cette machine cinéma capitaliste, impérialiste. Le cinéma américain a fait beaucoup écrire André Roy. Il a aiguisé sa pensée autour de ses complexités, de ses paradoxes, le cinéma américain pouvant être à la fois perçu, pour le citer, comme un rouleau compresseur, mais aussi comme un art anthropique qui colle à l'ère du temps, véritable miroir de la société, monde du cinéma en lui-même, presque pur par son caractère universalisant. André Roy prend en effet l'immensité de l'Amérique et des États-Unis à bras-le-corps dans l'écriture, montrant ses bassesses et ses triomphes. Il parle du rêve américain qui s'est bétonné, du travail de conformisation d'Hollywood, l'histoire des États-Unis se dédoublant dans son cinéma. Et si la critique peut parfois paraître sévère, on sent une manifeste envie de décrypter ce cinéma et ses codes, ses prises de pouvoir tentaculaires, comme s'il y avait au cœur du cinéma américain quelque chose peut-être d'encore plus impératif à élucider ou à travers des cinéastes tels que Cimino, Kubrick, Spielberg, Coppola, Spike Lee, des cinéastes à accompagner sur une plus longue période pour voir ce qu'ils transforment de l'image de ce pays qui semble tant la contrôler de l'intérieur. Et j'aimerais peut-être simplement évoquer, en terminant, un dernier aspect qui m'apparaît important, c'est celui qui touche la poésie, dont vous avez tous les deux très bien parlé. Si la poésie d'André Roy nourrit indéniablement ses critiques de cinéma et sa cinéphilie, non pas nécessairement dans le style que dans la structure, la composition, le rythme et le montage, ça se voit même dans Voyage au pays du cinéma, dont les fragments sont agencés comme pourrait l'être celui d'un recueil de poésie, il va sans dire que sa poésie est elle aussi habitée par le cinéma et ses images revenantes. Mais le cinéma, pris au cœur de la poésie, crée à lui tout seul un univers formel, un réseau de références, de métaphores, et Roy parvient, comme peu de poètes, à trouver la manière d'enlacer les deux arts, les faisant se répondre l'un dans l'autre et l'un pour l'autre, les résonances s'amplifiant dans un travail de transposition qui n'a rien de plaqué. Pour le citer lui-même, André Roy a écrit au sujet de cette double pratique en disant « La nuit, le rêve, la chair, le désir, le noir, la mort, les fantômes. Tout un lexique profus dans ma poésie qui est une façon de dire le cinéma, ma passion pour cet art des vivants et des morts. Ma poésie est écrite en cinéma, pourrais-je affirmer. » Aimer le cinéma et ses fantômes, c'est peut-être ainsi lui façonner d'autres lieux et langages dans lesquels se mouvoir et se transposer. Veiller au prolongement de sa puissance d'évocation, chercher dans le noir et dans l'inconnu de l'acte de création, qu'il se dévoile critique ou poétique, ses incarnations les plus insoupçonnées. Voir, au final, jusqu'où les images sont capables de voyager. Merci.